Bonjour amis cinéphiles, le but de cette vidéo est de parler de films qui ont peut-être connu une exploitation en France en VHS pour certains, mais pour d'autres qui n'ont pas du tout été diffusés en France sur quelques supports. Et comme à l'heure actuelle, nous avons pas mal d'éditeurs maintenant qui se lancent dans le cinéma bis, le cinéma de quartier, ou qui sont déjà établis sur le marché depuis le début des années 2000. Peut-être que ça leur donnera des idées et de se donner les moyens de sortir ces films qui peuvent nous intéresser. Et on va commencer par un film qui a été édité par les Allemands il n'y a pas très longtemps. Il s'agit du Vampire et du sang des Vierges. Le Vampire et le sang des Vierges, c'est un film qui a été réalisé par Harald Reinl en 1967, qui est interprété par Lex Barker, Karin Dor et Christopher Lee. Alors l'histoire se passe en 1800, tout début du XIXe siècle, dans une province d'Allemagne. Et au début du film, nous avons un personnage, le comte Regula, qui va être écartelé pour avoir commis 12 meurtres, 12 assassinats sur des jeunes vierges, dans un rituel qui lui était destiné afin d'avoir la vie éternelle. Or, pour réussir le rituel, il lui fallait 13 victimes. Et il a été arrêté avant qu'il ne puisse tuer la 13e vierge. Et il est condamné à être écartelé en place publique. La sentence est ordonnée par un juge. Et il se trouve que la 13e victime, la baronne de Brabant, il est donc condamné à mort. Et après, le film se déroule quelques années plus tard, environ une vingtaine d'années, 20, 30 ans plus tard, on ne sait pas bien vraiment combien d'années. Et là, on retrouve les enfants des personnages qui ont été les principaux instigateurs de la mort du comte Regula, c'est-à-dire le fils de celui qui a condamné Regula, qui est un avocat, toujours interprété par Lex Barker, et la fille de la baronne, qui est toujours Karin Dor, qui joue deux fois le rôle. Et ces deux personnages reçoivent des invitations du fameux comte Regula dont ils n'avaient jamais entendu parler. Les parents avaient caché toute l'histoire. Et cette mystérieuse invitation va les conduire jusqu'au château du comte Regula, grâce à son serviteur, le serviteur du comte, qui va tout mettre en place pour ressusciter son maître. Donc c'est un film gothique qui est vraiment très très bien foutu, qui est sorti en cassette à l'époque chez nous, mais qui n'a jamais connu de diffusion DVD et Blu-ray. Alors il existe un très bon transfert, et donc il serait vraiment intéressant de le sortir en France. Voilà. Que dire de ce film en plus, sinon que la musique est très très bonne. Le CD était fourni d'ailleurs dans ce coffret. Elle est due à Peter Thomas, qui est surtout connu pour avoir fait beaucoup de musique de films du genre crimi, des crimis de la Rialto notamment. Voilà pour le premier de ces films. Alors on continue avec The Skull, qui est sorti en Blu-ray DVD en Angleterre. Alors, The Skull est un film de la firme Amicus. Amicus, c'est une maison de production qui a été la meilleure concurrente à la firme Hammer dans les années 60-70. Et Amicus est surtout connue pour ses films à sketch, qui étaient très très bons, mais elle a également réalisé des longs métrages dont The Skull fait partie. C'est un film de 1965 qui a été réalisé par Freddie Francis sur un scénario de Robert Bloch, un scénario qu'il a amélioré par rapport à une nouvelle qu'il avait écrite déjà en 1945, 20 ans auparavant. Alors, ce film raconte l'histoire d'un écrivain qui est collectionneur d'objets occultes et qui ont une histoire en général assez glauque. En l'occurrence, là, il est question du crâne du marquis de Sade. En français, le film a été d'ailleurs distribué sous deux titres, le crâne maléfique ainsi que les forfaits du marquis de Sade.
Le teaser du film est très très proche des films de la Hammer. On y voit une profanation de sépulture, très très bien réalisée, dans laquelle on voit des gens qui déterrent le cadavre du marquis de Sade et qui récupèrent sa tête, qui va être acheté par un collectionneur spécialisé dans l'occulte. Et cet objet va passer de personne en personne parce qu'il a des propriétés maléfiques. Il porte malheur à celui qui le possède. Donc le personnage interprété par Peter Cushing va être amené par une tierce personne qui s'arrange pour récupérer ce genre d'objet, à posséder ce crâne contre la volonté du personnage interprété par Christopher Lee, qui est lui aussi un spécialiste de l'occulte, mais qui est beaucoup plus raisonnable dans ce domaine et qui se méfie de certains artefacts. Et il déconseille fortement au personnage joué par Peter Cushing de récupérer ce crâne. Malgré tout, Cushing va refuser et ça va lui amener bien des désagréments. C'est un film vraiment étrange dans la mesure où il a très très peu de dialogue dans sa dernière partie et quasiment les 20 dernières minutes sont presque muettes et on voit surtout Peter Cushing qui commence à être possédé par l'influence maléfique du crâne. C'est un très bon film qui mériterait d'être plus connu qu'il ne l'est. Et vraiment, on peut dire que c'est un des très très bons fleurons de la firme Amicus et qu'en matière de long métrage, ils en ont fait d'autres qui mériteraient aussi de ressortir, comme Now the Screaming Starts, qui était sorti en DVD. Alors, on va parler maintenant de Radley Metzger, qui est un réalisateur américain qui a sorti pas mal de films dans le domaine érotique et pas mal d'entre eux sont sortis en France, mais quasiment uniquement à l'époque de la VHS. Alors celui dont il est question aujourd'hui, c'est The Image, qui est un film qui a été réalisé dans le milieu des années 70. The Image est en fait l'adaptation d'un roman qui a été écrit en 1954 par Catherine Robbe-Grillet. Robbe-Grillet qui était donc l'épouse et la compagne de Alain Robbe-Grillet, le réalisateur français. Catherine Robbe-Grillet était connue, enfin elle est toujours connue puisqu'elle est encore en vie à l'heure où j'en parle, pour être l'une des apôtres du BDSM, c'est-à-dire le bondage sadomasochisme. Et The Image traite de ce sujet. C'est le titre repris à l'image, qui était le nom de la nouvelle à l'époque. Et dans ce film, il est question donc d'un rapport entre un couple et une jeune femme qui vont s'adonner au sadomasochisme. Ça pourrait être un peu scabreux, mais réalisé par Radley Metzger, c'est vraiment un très bon film. Il a mis en scène de très bons films dans les années 70, comme The Opening of Misty Beethoven, Maraschino Cherry, enfin plein de bons films. Et malheureusement, aucun de ces films n'a à nouveau été édité en France. Il faut dire que les éditeurs en France ont de gros problèmes avec les films qui sont à caractère pornographique, parce que le CNC, qui est le Centre National du Cinéma, qui verse des subventions aux éditeurs, ne verse pas de subventions à ces films-là. Ceci explique cela. Mais si un jour certains des films de Metzger pouvaient sortir, on serait content, ma foi. Alors on espère toujours. On passe ensuite à un film espagnol, La corruption de Chris Miller, qui est sorti en vidéo en France sous le titre Terror aveugle. C'est un film de Juan Antonio Bardem qui se passe dans les Pyrénées espagnoles, donc au milieu des années 70, où il y a un tueur mystérieux qui sévit. Au début du film, on le voit chez une ancienne actrice déchue, plus âgée que le tueur présumé, et
qui va la massacrer d'une façon tout à fait horrible. D'une manière générale, dans la corruption de Chris Miller, les scènes de meurtre sont vraiment graphiques et saisissantes. Le film évolue ensuite dans un petit village où deux femmes vivent recluses, une mère et sa belle-fille. La belle-fille a été traumatisée dans le passé suite à un viol et la belle-mère a été abandonnée par le père de la fille. Voilà. Et elles vivent toutes les deux dans une maison abandonnée, un peu en dehors du village. Et va arriver un homme, un mystérieux garçon dont on ne connaît pas le passé, qui va se faire accepter comme homme à tout faire et qui va séduire les deux femmes. Et en dehors de cela, les meurtres reprennent. Alors, la question est de savoir si c'est lui l'auteur de ces crimes ou pas. C'est donc un giallo de très bonne facture, il y a beaucoup de suspense, il y a une tension vraiment extrême. On retrouve dans le film Gene Seberg, il a bout de souffle entre autres, et dans le rôle du mystérieux vagabond Barry Stokes. Barry Stokes, pour les cinéphiles qui sont fans de Norman J. Warren, c'était le mystérieux extraterrestre qui jouait dans Prey et qui avait été sorti en France au titre Le zombie venu d'ailleurs. Alors par rapport à la cassette française, le film qui est sorti par Vinegar Syndrome il y a 1 ou 2 ans possède une meilleure qualité d'image et en plus il est dans sa version intégrale, ce qui n'était pas le cas de la cassette, de la version française que l'on avait. Il y a beaucoup de scènes qui avaient disparu malheureusement et là c'est un grand plaisir de le revoir dans sa version intégrale, qui propose en fait 2 fins en plus, l'une étant un peu plus morale que l'autre. Voilà. Donc une très bonne surprise. On change complètement de sujet avec Plus féroce que les mâles, d'Edgar Zenzomel, un film qui a été réalisé en 68 et qui met en scène en fait le personnage de Bulldog Drummond. Bulldog Drummond, c'est un détective privé à la base et c'est un héros de roman qui est paru pour la première fois en 1920. Et ce Bulldog Drummond était considéré comme dans les écrits comme un vétéran de la Première Guerre mondiale, voilà, qui s'était reconverti comme détective privé. Et dès l'époque du cinéma muet, ce personnage a connu des adaptations pour la télévision et pour le cinéma. Alors, Edgar Zenzomel reprend, donc, au milieu des années 60, ce personnage qui est plus en fait un agent secret, à la James Bond, et qui est engagé par le service secret britannique pour enquêter sur la mort mystérieuse de Mania du pétrole, personne affiliée aux compagnies pétrolières. Et il se trouve que en fait, il y a derrière tout cela un mystérieux personnage qui envoie des femmes fatales pour tuer ces Mania du pétrole. Ces 2 femmes fatales et meurtrières sont incarnées par l'allemande Elke Sommer et l'italienne Silvia Cosina, que l'on retrouvera quelques années plus tard d'ailleurs dans un film de Mario Bava qui est Elisa et le diable. Voilà. C'était vraiment un très très bon film d'aventure, d'espionnage, il y a de l'humour, bon, il est passé à la télé, mais bon, on l'attend aussi en DVD Blu-ray, ce serait sympa, ce serait une bonne chose. Il y a eu 2 ans plus tard, il y aura une suite à Plus féroce que les mâles, Some Girls Do, avec toujours Richard Johnson dans le rôle de Bulldog Drummond et toujours Ralph Thomas derrière la caméra, voilà, qui est un petit peu moins bon que le premier, mais également très très sympa. Voilà. Ensuite, on retourne au giallo purement italien avec La maison aux fenêtres qui rit. La maison aux fenêtres qui rit, c'est un thriller qui se passe dans la campagne italienne près de Bologne, dans lequel un restaurateur de peinture débarque, puisqu'il est appelé pour restaurer une fresque du martyr de San Sébastien qui se trouve dans une église. Et en travaillant sur cette restauration, il va dévoiler certains secrets
qui remontent à des événements qui se sont passés plusieurs années auparavant et qui vont entraîner une vague de crimes. Alors derrière ce titre mystérieux se cache vraiment un des meilleurs gialli italiens qui était réalisé. On le doit à Pupi Avati, qui a également réalisé ZR, qui est dans un genre plus horrifique, qui était également très très efficace. Et c'est pareil, en France, on n'a un DVD vraiment de qualité médiocre qui a été édité, et ce film mériterait beaucoup mieux. Voilà. On espère qu'un jour ce sera possible. On change complètement de registre et de pays, on passe en Russie avec Ilya Mouromets, un film qui a été distribué sous le titre Le géant de la steppe en France. Alors c'est pareil, ce film était sorti en cassette, mais en DVD, il a fallu se rabattre sur le DVD russe. Donc il n'y a pas de version française, mais il y a une version originale sous-titrée français qui existe, qui permet de voir peut-être un des meilleurs films épiques qui ait jamais été réalisé. Ilya Mouromets, c'est un personnage légendaire de la Russie de Kiev. C'est un héros national de la Russie, un héros légendaire bien sûr, mais qui a eu beaucoup d'importance dans le folklore soviétique. Et Ilya Mouromets, c'est un film de Alexander Ptushko, à qui on doit également Ruslan et Ludmilla, le tour du monde de Sakko. C'est en partie lui qui a réalisé aussi Evie joue le diable, même bien qu'il ne soit crédité que pour la photographie. C'est un des meilleurs conteurs et faiseurs soviétiques de cette époque, depuis les années 40 jusqu'aux années 70. Et Ilya Mouromets, c'est peut-être son chef-d'œuvre. Il a été réalisé en 1956. Et il faut savoir qu'à cette époque, on était dans la Russie communiste, et l'État prêtait beaucoup d'argent quand il s'agissait de faire monter, de mettre en valeur le patriotisme russe. C'est ainsi qu'on retrouve dans Le géant de la steppe un nombre incroyable de figurants. Et c'est d'ailleurs été le premier film tourné en cinémascope en Russie. Et pour Le géant de la steppe, il y avait environ 106 000 figurants et plus de 11 000 chevaux qui avaient été mobilisés pour ce film, ce qui est un record presque absolu, puisque si on se penche dans les archives du cinéma, seul Gandhi de Richard Attenborough a fait mieux dans le genre avec 300 000 figurants, c'était vraiment exceptionnel. Hein. Même les grands films à gros budget qui ont été tournés aux États-Unis à l'époque d'Hollywood ne mettaient pas en lice autant de figurants. Alors, voir Ilya Mouromets, c'est vraiment un spectacle féerique, magique. C'est vraiment du grand cinéma, merveilleux, et on espère aussi une belle sortie pour ce film. Une autre grosse rareté, Les Vierges des Mers Chaudes. Une production que l'on doit à la fois à la Shaw Brothers, spécialisée pour ses films de kung-fu, et la Rapid Film, qui est une compagnie allemande. Alors, Les Vierges des Mers Chaudes raconte l'histoire de 5 jeunes femmes qui sont dans un bateau qui croise la mer de Chine et qui vont être kidnappées par des pirates. C'est un film qui a été réalisé donc à la fois, comme je le disais, par la Shaw Brothers et par Ernst Hofbauer, qui a été désigné par la Rapid Film pour tourner la partie allemande. Ernst Hofbauer, étrangement, est plutôt un réalisateur que l'on connaît pour des films érotiques. Il a tourné pas mal de Schoolgirl Report au début des années 70. Il a même fini sa carrière par un film pornographique à grand budget qui s'appelle Les Orgies de Rasputin. Et après, il mettra fin à sa carrière. Les Vierges des Mers Chaudes est vraiment un film à grand spectacle, très bien réalisé, avec beaucoup d'humour, et puis des scènes évidemment d'arts martiaux qui sont très bien foutues, puisqu'il y a la Shaw Brothers derrière. On sait que la Shaw Brothers avait déjà tourné un petit peu avec l'Europe en coproduction, notamment 2 films pour la Hammer. Il y avait Call Me Mr. Shatter
et Les 7 vampires d'or, hein, qui sont beaucoup plus connus que ce film-là, Les Vierges des Mers Chaudes. Mais par contre, on espère qu'un jour ce film pourra sortir. C'est Camera Obscura, l'éditeur allemand, qui avait déniché cette petite merveille, hein, qui était tombée dans les oubliettes. Et pourquoi pas en France, on l'espère. Alors on retourne en Espagne avec The Loreley's Grasp. Voilà, ça c'est un DVD qui a été édité par les Américains de BCI Eclipse, qui est une maison d'édition qui n'existe plus maintenant, mais qui avait réalisé une collection consacrée au cinéma horrifique espagnol des années 60-70. Et elle avait pu éditer 9 films ibériques dans ce créneau, dont 6 avec Paul Naschy. Celui dont je vais vous parler, là, The Loreley's Grasp, ne met pas Paul Naschy en lice, mais on y retrouve la sublime El Galiné et Tony Kendall, un acteur que l'on avait notamment vu dans un film de Mario Bava, Le Corps et le Fouet, et que l'on retrouve aux côtés de Brad Harris dans toute la série des Commissaires X. Ouais. Alors, ce film raconte l'histoire de la Loreley. C'est une légende allemande, hein, une vieille légende. La Loreley, c'est à la fois le nom d'un rocher qui se trouve au bord du Rhin, qui fait plus de 130 mètres de haut, et c'est également le nom comment on peut appeler ça, une sirène en fait. C'est une créature étrange qui attirait les marins, comme les sirènes dans la mythologie grecque, et qui était destinée, ces marins, à subir la vengeance de la Loreley. Hein, voilà. Dans ce film, la Loreley qui est interprétée donc par El Galiné, est une entité maléfique qui a besoin de chair humaine pour subsister, pour rester immortelle. Et donc elle trouve ses proies dans un pensionnat de jeunes filles, et suite à plusieurs meurtres horribles, le pensionnat, le collège va demander l'aide d'un chasseur expérimenté, donc interprété par Tony Kendall, pour essayer de retrouver la trace de l'entité, de la personne qui commet ces crimes. Voilà, c'est un film, bon film d'horreur, série B, mais tout à fait agréable. Voilà. Et on termine avec un film allemand de 1970 qui s'appelle Je couche avec mon assassin, de Harald Becker, si ma mémoire est bonne, Wolfgang Becker, et dans lequel on retrouve le schéma classique du trio composé du mari, de la femme et de la maîtresse. C'est pas très original, certes. La femme détient les cordons de la bourse, puisqu'elle dirige une entreprise florissante. Le mari est un espèce de bellâtre, coureur de jupons, qui lui donne satisfaction jusqu'au moment où celui-ci trouve une maîtresse plus jeune évidemment que sa femme, c'est classique. Et à partir de là, on vire dans le giallo tendance machination, un peu à la Umberto Lenzi, en début de carrière. Et bien qu'on soit également assez proche du crime allemand, le film n'est pas désagréable du tout. Hein. Celle qui joue la maîtresse est incarnée par Véronique Wendel, qui est une actrice française qui a eu son heure de gloire, qui est toujours en vie, et qui a tourné notamment dans Barbarella, par exemple, voilà, et dans Meyerling. Elle a une belle carrière. Et donc, à part la cassette qui était exploitée en France, depuis Je couche avec mon assassin n'a pas eu droit non plus, comme tous les précédents films dont je vous ai parlé, de diffusion, DVD ou en Blu-ray chez nous en France. Et bon, ça peut être une piste intéressante, voilà, pour une future édition. Voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui, et puis si l'occasion le permet, on continuera avec d'autres films oubliés dans le style de cinéma bis, cinéma de quartier que nous aimons. Voilà, je vous remercie.